mais on n'a pas calqué Scrum, Safe. Et enfin voilà. Donc déjà. Mais par contre, je pense que l'aventure, c'est vraiment une belle histoire pour moi qu'on a vécue, et j'espère que cela vous inspirera pour la vôtre. Donc avant de se lancer, merci énormément à tous ces sponsors qui permettent de faire que des conférences comme Agile Grenoble existent. Ces sponsors sont très importants, et organiser des événements, je sais que c'est super important et que c'est très dur de trouver des sponsors sur lesquels compter. Donc merci énormément à eux. Je remercie aussi mon sponsor personnel qui me permet de venir, Zenica. Donc merci aussi à ce sponsor. Et moi, je vais remercier aussi mon sponsor personnel, qui est Orange, parce que le projet dont on va vous parler, ça se passait au sein d'Orange, ça se passe toujours au sein d'Orange, et qui voilà, nous pousse à partager cette expérience et nous autorise à en parler de manière publique. Donc merci à Orange également. Donc voilà, on va vous raconter une histoire. En fait, c'est l'histoire d'un mec. Voilà, donc on était une très grosse organisation, il y avait beaucoup de choses, il y avait énormément de graisse partout, et malgré toute attente, voilà, alors qu'on nous pensait perdus, voilà, les médecins nous détestent, on a réussi à trouver la solution pour sauver les choses, sauver la situation, retrouver un corps sain, et voilà. Donc c'est la belle histoire qu'on va raconter. Avant de vraiment foncer, on va peut-être se présenter rapidement. Ouais, juste également, donc l'histoire se passe de 2014, au moment où on est arrivé en mission chez Orange, jusqu'à aujourd'hui. Et pour donner un peu des ordres de grandeur, donc quand on est arrivé sur le projet, le produit sur lequel on travaillait avait 10 fonctionnalités, et actuellement il n'en a plus qu'une. Quand on est arrivé, il y avait 120 membres dans l'équipe, aujourd'hui il n'y en a plus que 25. Donc on va vous raconter comment tout ça s'est passé, pourquoi on a fait ça, quel choix on a pris. Donc, vas-y, commence. Bonjour, donc moi c'est Arnaud. J'ai découvert l'agilité en 2008. Dès que j'ai découvert ça, j'ai voulu vraiment m'y consacrer. J'ai découvert beaucoup de choses là-dedans, et je continue à m'éclater. Et en fait, donc en 2014, quand je suis arrivé chez Libon, c'est en tant que Scrum Master que je suis arrivé. Et au final, moi, on va dire, mon leitmotiv, ma façon de fonctionner, et les gens ce qu'ils retiennent de moi, c'est cette phrase, mieux vaut demander pardon que permission. Ok. Donc moi c'est Pierre-Antoine, j'ai 37 ans, donc j'ai rejoint le projet, le produit Libon en même temps qu'Arnaud en 2014, en tant que product owner sur la partie back-end du produit. Je travaille dans le product management depuis 2011. Et c'est un domaine qui me passionne. Donc tous les aspects produits, c'est vraiment ce que j'aime, parce qu'on est vraiment à l'interface entre l'ingénierie et le marketing. Donc c'est ce qui me plaît. Et mon motto, c'est la locution latine age quod agis, qui veut dire ce que tu fais, fais-le bien. Ce qui veut dire moi, ma philosophie, c'est quand je décide de faire quelque chose, il faut vraiment que je me concentre dessus et que je me focalise là-dessus, et éviter de m'éparpiller. J'y arrive pas toujours, mais je sais que c'est la direction que je veux. On tient aussi à remercier les autres, parce qu'aujourd'hui on est là, on est deux pour vous raconter l'histoire, mais finalement Libon, c'est vraiment l'histoire, l'aventure d'une équipe de gens passionnés et passionnants. Donc on tient vraiment à les remercier. Donc, pour ne citer que quelques noms, Julien Reynaud, présent. Bonjour monsieur. Les autres, Julien, Sarine, Damien et tous les autres qui font partie de l'équipe, de l'aventure. Donc voilà, un grand merci à eux. Et voilà, c'est grâce à toutes ces personnes avec lesquelles on travaille qu'on arrive à écrire une belle histoire. Donc, de quoi parle cette histoire? Donc, comme on a dit, on travaille depuis 2014 sur le produit Libon. Et quand on est arrivé, donc on a demandé quelle était la vision, quel était le but de ce produit. Donc Libon, à l'époque, c'était une application qui faisait énormément de choses, qui faisait des appels voix, de la messagerie, du voicemail. Et l'ambition d'Orange sur ce produit, c'était de devenir la suite de communication ultime
pour concurrencer les WhatsApp, Facebook Messenger. Parce que l'opérateur Orange avait peur et a toujours peur d'être complètement bypassé par ces applications et de plus être juste qu'un canal de data et de plus gérer la relation avec les clients. Donc le but c'était de devenir le moyen ultime de communication et le moyen d'y arriver. Donc il fallait construire ce produit et la stratégie business c'était d'avoir le maximum d'utilisateurs, d'avoir des millions d'utilisateurs. À l'époque, WhatsApp avait 25 millions d'utilisateurs et l'ambition d'Orange sur ce produit c'était d'arriver autour de 10 millions assez rapidement. Donc par rapport à cette organisation, et avant de vous expliquer nos premières impressions quand on est arrivé, en fait, ce que je souhaite signaler, c'est que finalement, en fait, là, vous avez vu la promesse de départ, et l'organisation qui avait décidé d'être mise en place, en fait, elle était assez particulière, ne serait-ce que pour moi quand je suis arrivé. C'était un peu une sorte de schéma d'intrapreneuriat, et c'était vraiment une forme d'organisation qui s'était un peu construite from scratch pour mettre à disposition un environnement où une équipe avait travaillé pour construire ce produit. Et par rapport à ça, donc on était vraiment, il y avait une volonté dès le départ, donc c'était pas une transformation, on va dire, de waterfall vers l'agilité. Dès le départ, on souhaitait être agile, les gens voulaient maximiser, on va dire, une forme d'organisation plate. Et c'est vraiment là-dessus que ça s'est construit. Et pour diriger, finalement, pour réaliser ce rêve, il y avait une personne, il y avait une sorte de, on va dire, un visionnaire qui était aux commandes, qui était là pour aider à construire cette suite de communication qui allait tout déchirer. Donc finalement, nous, on est arrivé en décembre 2014 dans cette aventure. Et donc, toi, Pierre-Antoine, quelles ont été tes premières impressions en arrivant ? Donc mes premières impressions en arrivant, je trouve que ce petit clip de South Park le représente assez bien, dans le sens où vous allez voir déjà de quoi ça parle, sur la stratégie. Regardons. Phase 1, collecter des sous. Phase 2, phase 3, poursuivre. Donc moi, quand je suis arrivé, mes premières impressions sur le business model, la stratégie d'Orange avec ce produit, c'était ça mon impression. C'était les gens qui travaillent dans les startups, en général, souvent connaissent ce petit sketch, parce que à un moment donné, il y avait vraiment la tendance de se dire il faut qu'on acquiert un maximum d'utilisateurs et on verra après ce qu'on fait avec eux, comment on les monétisera. Et à cette époque, Libon, c'était vraiment ça. Le but, c'était d'avoir des millions d'utilisateurs, mais on ne savait pas ce qu'on allait en faire. Il y avait une idée de revenu indirect, de rétention d'utilisateurs, mais en termes de produits pérennes qui génèrent du revenu, on n'avait en fait aucune idée de quoi faire. Donc c'était ça mes premières impressions concernant la stratégie de Libon. Ensuite, je vais vous parler des premières impressions sur le produit en tant que tel. Qu'est-ce qu'est le produit ? Donc, la vidéo aussi illustre. It gets exhausting. Explain the menu. I know, it's overwhelming. I've created a unique menu that nobody else has. We have 23 gourmet flavor combinations. There's 21 gourmet flavor combinations. There's 20 gourmet flavor combinations. Wait. Pick a flavor combination, and then you have to beef, chicken, portobello mushroom, or steak. Shrimp. Wait, can I start over? So the meat is in the combination. If I saw it, I can do it. I mean, because... No, it's chicken. Let me start over. Let me look at it real quick. That's seriously the menu. Donc, dans cette vidéo, on voit un restaurant qui a une carte à rallonge et même les serveurs dans ce restaurant ne comprennent pas le menu, ne comprennent pas ce qu'ils sont censés servir aux gens et ce qu'ils peuvent proposer aux clients. Et moi, voilà, cette vidéo résonne avec mes premières impressions sur le produit Libon, parce que quand je suis arrivé, il y avait, comme on l'a dit en intro, il y avait 10 fonctionnalités. Le produit à l'époque était vraiment une boîte à outils qui faisait énormément de choses. Des appels internationaux, donc la possibilité d'appeler des numéros de téléphone internationaux, la possibilité de configurer des messages d'annonce de voicemail, la transcription de voicemail, du chat, une messagerie, la possibilité de faire des appels depuis différents devices, de recevoir des appels depuis différents devices, de faire l'extension de couverture, de faire de la messagerie de groupe,
Et également, comme Orange est un groupe international, dans chaque filiale, ils voulaient faire une version avec un set de fonctionnalités différents. Ce qui fait que quand on arrive sur le produit, pour comprendre ce que fait le produit, bah on y arrive au bout d'un moment, mais c'est assez incompréhensible et il y a une complexité énorme sur ce set de fonctionnalités. Et on se rend compte aussi que du fait de ce nombre important de fonctionnalités, chaque fonctionnalité, on va dire, est un peu bancale. Il y en a qui fonctionnent très bien, mais d'autres ne sont pas vraiment finis et on n'a jamais pris le temps d'itérer avec les utilisateurs pour comprendre la valeur qu'on pouvait leur apporter et en quoi la fonctionnalité développée pouvait être améliorée. Donc voilà, forcément, on arrive, on est un peu surpris en fait par ce qui se passe par rapport à l'organisation. On voit de très belles choses, hein, franchement, c'est quand on arrivait dans cette open space finalement où tout le monde était présent, il y avait quand même une belle énergie qui se dégageait, mais on sentait quand même qu'il y avait un truc qui était louche au niveau ne serait-ce que des fonctionnalités. C'est vrai que j'ai jamais compris quelle fonctionnalité était dans quel pays. Enfin, c'était trop complexe à un moment donné. Et donc on s'est dit, on a essayé de comprendre, on a essayé de se poser des questions, de discuter avec les gens qui étaient encore là, avec les nouveaux arrivants pour essayer de comprendre. Et à peu près le constat maintenant, le constat qu'on fait par rapport à cette situation, telle qu'elle était, voilà, c'est à peu près la petite synthèse qu'on pourrait faire. Déjà, voilà, on avait une agilité en grande échelle, chose qui était vraiment géniale, c'est que c'était vraiment un vrai One Roof Project. D'habitude, moi, quand on entend parler de One Roof Project, c'est oui, on est tous ensemble. Donc il y a le marketing, il y a les PO, il y a tout. Seul truc qui est con, c'est qu'il n'y a pas les développeurs. Voilà. Non, nous, c'était vraiment, tout le monde était au même endroit. On avait les ops, le marketing, le design, toutes les équipes de développeurs. Tout le monde était au même étage. Et ça, vraiment, c'était vraiment génial pour aider à la collaboration. Dès le départ, on voulait être agile, et là, cette volonté, elle se ressentait. Il y avait vraiment une volonté à essayer de travailler ensemble. Ils avaient construit, itéré un modèle au fil du temps où l'organisation avait gonflé. Donc il y avait de plus en plus de monde, mais voilà, on avait les petites synchros entre les équipes. Ensuite, par exemple, il y avait des petites synchros soit entre Scrum Master et en parallèle, des petites synchros PO. Il y avait même une sorte on bouclait, on va dire, cette synchro finale avec ce qu'on appelait la sauce, donc le Scrum of Scrum, où c'était vraiment tous les derniers représentants pour prendre l'actualité du jour, parce que forcément, à 120 personnes, avec autant de challenges et de choses à faire, tout bougeait tout le temps. Donc voilà. Donc il y avait vraiment un modèle où on partageait, puis après il fallait trouver comment rediffuser l'information auprès des équipes. Et voilà. Mais vraiment, une grosse organisation. Et par rapport à ça, voilà, une excellente ambiance quand même, hein. C'était franchement, on s'éclatait bien, il suffisait de regarder les photos sur le groupe privé Facebook, c'était la teuf. Une collaboration, elle était présente. Il y avait certes quelquefois quelques petits conflits entre quelques individus, mais dans l'ensemble, une vraiment bonne collaboration. Chose super positive, moi, que j'avais découvert à l'époque, hein, c'était les équipes qui se recrutaient elles-mêmes. Ça, pour moi, c'était nouveau par rapport à tout ce que j'avais vécu avant. Normalement, c'est eux qui étaient actifs, ils avaient choisi leur moyen de recruter, c'est eux qui se créaient leur exercice de coding dojo qu'ils avaient donné à la personne. Enfin voilà, chaque équipe était autonome sur sa manière de recruter. Donc voilà, et puis on avait une synchro vraiment transverse. D'un point de vue, on va dire, plutôt tactique, donc voilà, on avait gonflé, en plus à l'époque, à la mode, c'était pas encore safe, donc c'était les feature teams. Donc on avait expérimenté. Donc ça c'était, il y a eu, je sais pas combien de temps cela avait été expérimenté. Moi, on est plutôt arrivé sur la fin finalement des feature teams. Il y en avait encore un peu qui existaient, mais finalement on était plutôt retourné vers du component team. Donc on était en plus sur un modèle balbutiant, un peu de feature team, un peu de component team. Donc ça c'était, et ce que ça provoquait en fait, cette organisation qui avait un peu évolué de manière bizarre, c'est que on se retrouvait avec des développeurs qui avaient plusieurs PO. Donc ils avaient plusieurs cérémonies, et ainsi de suite. Donc moi, je pense que à leur place, pour prioriser les tâches que je devais faire, j'aurais priorisé en fonction du PO qui crie le plus fort. Je vois pas d'autre alternative dans ce genre de moment, quand on se retrouve avec plusieurs engagements à tenir en même temps. On avait quand même il y avait une priorité qui était définie, mais elle ne semblait pas être, on va dire, en corrélation avec vraiment les capacités qu'avaient les équipes.
Voilà, il y avait des engagements, on va dire, qui étaient pris plutôt côté marketing, pour tenir des engagements, qui prenaient des engagements, et des fois on disait l'alerte, là ça va être trop chaud, non, c'est pas possible. Et on sentait qu'on avait l'impression que les équipes n'avaient pas été frustrées de ne pas être entendues vis-à-vis de ça. Le deal qui était derrière aussi, c'est de dire, ok, il y a des challenges, mais il n'y a aucune limite de moyens. C'est-à-dire, si vous voulez avoir des super machines pour bosser, vous choisissez votre environnement. Je pourrais même dire que si tu veux venir avec ta propre machine, tu peux, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est ce qui a fait aussi justement cette non-limite de moyens, je pense, qui a aidé à grandir aussi très très rapidement. Et à côté de ça, je pense qu'on entend tous parler du craftsmanship. Moi personnellement, quand je suis arrivé là, oui, franchement, c'était vraiment des gars de talent. Il y avait pas mal d'équipes où il y avait d'excellentes pratiques. Donc d'un point de vue excellence technique, d'un point de vue autonomie technique, franchement, on était vraiment avec des cadors. Et ça, franchement, c'était quand même super cool de voir ça et de travailler avec ces gens-là. Côté stratégique, c'est là où on voyait apparaître un peu une frustration un peu forte. Déjà avant, au départ, il y avait ce visionnaire, mais finalement, c'était une forme de gourou. Et la difficulté avec les gourous, finalement, c'est que quand ils sont là, en fait, ils sont un peu comme des soleils. Donc ils sont là, ils illuminent tout le monde. C'est vrai, quand je demandais aux gens, parce que moi je ne l'ai pas connu en fait, cette personne, il était comment? Et les gens disaient qu'il était ultra inspirant, quoi. Le mec, il te vendait n'importe quoi, tu avais envie d'y aller, tu y croyais, tu fonçais, c'était parti. Le problème, c'est qu'il était parti. Et quand il est parti, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais rencontré le moindre utilisateur. Parce qu'en fait, on construisait une application par rapport à sa vision. Donc quand il est parti, on ne savait plus trop comment où aller. Et cette disparition, finalement, il a fallu combler le trou, normal. Et là, c'est là où il y a eu un peu une sorte de hiérarchie qui s'est créée, où c'était le marketing qui essayait de prendre des engagements par rapport à un pays ou des choses comme ça. Après, il donnait le bébé au PO qui devait faire exécuter les devs. Donc on avait un problème de hiérarchie qui était apparu. Et donc voilà, d'où la frustration quand les gens levaient l'alerte par rapport au problème priorité-capacité. Et c'est vrai que par rapport à la stratégie, la sensation qui est exprimée comme pour la collecte des slips, c'est qu'on n'avait pas vraiment l'impression d'avoir un modèle économique viable. Ouais, donc comme disait Arnaud, ce modèle économique, tout le monde avait l'intuition que c'était pas viable. Tout le monde ne le formalisait pas exactement, mais tout le monde avait cette intuition. Et on se rendait compte que les raisons pour lesquelles ce projet était devenu tentaculaire étaient parce qu'on avait très peu de limites de budget, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et il y avait deux facteurs principaux, c'est qu'on a fait une multiplication de fonctionnalités et qu'également en termes d'acquisition d'utilisateurs, de stratégie d'acquisition, on distribuait des minutes gratuites. Donc je vais d'abord parler de la multiplication des fonctionnalités. Donc comme disait Arnaud, le gourou était parti, mais historiquement le gourou avait sa vision et c'était quelque chose de très top-down. Il avait une nouvelle idée, il disait il faut développer ça, il faut le développer. Et quand il est parti, en fait, cette approche a été conservée. Ce qui faisait que le marketing nous faisait du feature push. Par exemple, ils avaient dit on va faire une présentation au Mobile World Congress dans un mois, on veut parler de ça, développez-le pendant un mois. Et la même chose aussi du management, qui chez Orange, les managers sont souvent d'anciens ingénieurs, donc ils ont un profil très technique, et ils ont souvent tendance, et ça on le retrouve souvent dans des boîtes d'ingénieurs, ils ont souvent tendance à vouloir pousser de la techno plutôt que vraiment un produit ou une fonctionnalité qui aurait de la valeur pour les utilisateurs. Et donc on se retrouvait avec une sorte de demande perpétuelle de nouvelles features, ce qui faisait qu'en termes de dev, il fallait grossir pour pouvoir honorer les demandes. Mais par contre, ça créait une énorme frustration parce qu'à chaque nouvelle demande, on n'avait pas le temps pour chaque nouvelle demande, on n'avait pas le temps d'itérer sur chaque feature, de vraiment analyser l'impact de cette fonctionnalité, de prendre des feedbacks utilisateurs et de l'améliorer ensuite. Donc tout le monde avait cette frustration sur, sur ces fonctionnalités, le fait qu'on multiplie les fonctionnalités, et aussi le problème, c'est qu'on n'enlevait jamais une fonctionnalité. On nous demandait une nouvelle fonctionnalité, mais ça ne voulait pas dire qu'on enlevait d'autres fonctionnalités. Donc on se retrouvait avec un produit qui a 10 fonctionnalités qui marche, qui marchote, mais rien de très robuste et qui apporte une vraie valeur pour l'utilisateur. Donc ensuite, il y a l'aspect, l'aspect économique du produit.
Donc là, j'ai appris une phrase que ceux qui ont fait un peu d'économie connaissent, c'est qu'il n'y a pas de repas gratuit. À l'époque, le marketing, sa stratégie principale d'acquisition, c'était de donner à chaque nouvel utilisateur Libon 3 heures de communication vers n'importe quelle destination dans le monde. Ce qui faisait que forcément les gens venaient utiliser leurs 3 heures. Comme on peut voir là, je vous ai mis un graphe d'offres et de demandes. En ordonnée, c'est le prix. En abscisse, c'est la quantité. Nous, on était là, on avait un prix, voilà, gratuit. Donc la quantité de la demande, en rouge, tend vers l'infini. Quand vous donnez quelque chose gratuitement, je dis c'est gratuit entre guillemets parce qu'au final, quelqu'un paye pour ces minutes. Nous, les minutes, on ne les faisait pas apparaître de nulle part, on les achetait à un fournisseur de voix sur IP. Et donc ça nous coûtait, le budget sur ça était énorme. En janvier 2015, on était à 4 millions d'utilisateurs qui utilisaient ces minutes, ces 3 heures de communication. Et on se rendait compte qu'au final, ces utilisateurs, on avait 4 millions d'utilisateurs, mais quasiment aucun n'achetait ensuite des minutes. C'est-à-dire qu'on donnait des minutes pour rien. Et donc il y avait ce problème qu'aucun utilisateur n'achetait, mais il y avait aussi le problème du fait qu'on ait 4 millions d'utilisateurs sur la plateforme, c'est que les coûts opérationnels explosent. Il faut des ingé ops pour déployer une nouvelle machine, parce que là on n'est pas sur de l'hébergement, sur un site web, quelque chose. Là c'est vraiment de la voix sur IP où on a besoin de hardware dédié, des serveurs de voix sur IP Oracle, de l'interconnexion avec des réseaux. Donc on a des coûts hardware de licence qui sont assez importants, on a des coûts de hosting importants parce qu'on a un centre à Francfort pour les appels vers l'Europe, on a un centre à New York pour les appels Asie-Pacifique. Ce qui fait qu'avec cette stratégie d'acquisition, les coûts explosent. À la fois on paye plein de minutes pour rien et on a des coûts opérationnels d'ingénieurs opérationnels et de hardware qui explosent. Merci Pierre-Antoine. Donc voilà, forcément on sent bien qu'il y a un truc qui cloche, donc il est temps de se bouger un peu le gras, faut se préparer pour l'été. Voilà, maintenant c'est l'hiver qui revient. Voilà, donc on sent qu'il y a un truc, on s'est fait une sorte de petit bilan de santé. Donc là, voilà, ce qu'on se dit, c'est que là, il faut relancer un peu la machine, retrouver un truc un peu mieux, se sentir mieux dans ses baskets. Donc voilà, on se lance un petit programme pour se remettre en forme. But he's already changing his game plan. He's come up with a new, much simpler idea for the start dish. It looks fucking brilliant. And what I can identify now, I know there's apple because you kept the green on there. I know there's rocket. I know there's pumpkin seed. And it makes me feel comfortable because I know what I'm about to eat. Yeah. I can identify what you're doing. That's delicious. Everything that goes on the plate has to have a reason. Yeah. Not for this, but for here. Yeah, for the palate. And what you've just done there, Louis, you've given your food clear insight. Okay. Hop. Voilà. Donc finalement, moi j'aime bien cette petite vidéo. Donc, en fait, je dirais presque qu'il y a deux manières où moi je la regarde. Déjà, c'est vrai que par rapport à le produit lui-même, ça aurait été super intéressant d'essayer de s'orienter vers ça, essayer de rendre tout ça clair. Mais nous, déjà, c'est au niveau de notre organisation où un peu on a appliqué cette logique à essayer de recomprendre comment ça fonctionne, remettre les choses au clair, remettre tout à plat. Donc à ce moment-là, en fait, c'était donc début 2015, on s'est dit on va essayer de demander de l'aide et on va consulter de l'aide. Donc déjà, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de PO, il y avait énormément de devs, il n'y avait pas beaucoup de facilitateurs. Moi j'étais Scrum Master, mais tous les autres Scrum Masters c'était plutôt on va dire des techs qui étaient plutôt à mi-temps, mais vu qu'il y avait tellement de choses à faire, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Donc en fait, on a recruté d'autres Scrum Masters qui nous ont aidés à plein temps pour aider à synchroniser en fait toute cette organisation. D'où l'arrivée de deux mecs super géniaux qui nous ont aidés. Plus, on avait aussi à ce moment-là un autre coach qui nous a aidés, c'était Jean-Claude Grosjean, où j'ai particulièrement apprécié collaborer avec lui et qui m'a vraiment, durant cette période, apporté... Voilà, il m'a vraiment fait du bien personnellement, il m'a permis de me révéler, donc je le remercie. Donc voilà, par rapport à cette aide, déjà ce qu'on a essayé de faire, c'est remettre les choses au clair, essayer de comprendre quelle est la place de chacun, quelles sont les attentes et tout. Donc on a fait des ateliers de rôles et responsabilités entre chaque partie, le management, le marketing, les PO, pour vraiment
remettre à plat. On a fait plusieurs petits ateliers pour comprendre quels étaient les rôles et les attentes de chacun vis-à-vis de chaque personne pour remettre en place des règles saines. L'organisation est beaucoup évoluée, on ne savait pas trop où on était, qui était responsable de quoi. Donc voilà, déjà, on essaie de recomprendre comment ça fonctionne. Ça, très important. À côté de ça aussi, bah voilà, on était un peu... moi, j'étais dans une équipe, j'étais côté Android. On faisait du Kanban, parce que voilà, l'équipe était mature. Avant, on faisait du Scrum, on a évolué, on est passé en Kanban. Bah, quand je suis arrivé, il m'a fallu 2 mois pour réussir à organiser ma première rétrospective. Les gens n'étaient jamais dispo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du B2B, Back to Basic, ou du KISS. On a remis les choses simples. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis du Scrum, simple, un sprint de 2 semaines. On a remis aussi en place du management visuel très basique. Donc là, c'est vrai que c'est une petite astuce aussi qui m'a été donnée, qui est super efficace. Ça, c'est ici, vous voyez l'agenda pour la sprint review. Comme ça, moi, je les pose sur le mur. En tant qu'animateur, ça me permet de facilitateur pour animer tout ça, ça me permet de présenter. Voilà dans quel jeu, voilà comment ça va se dérouler. Et puis après, voilà, on enchaîne, on déroule. Et ça permet voilà, d'avoir un cadre efficace. Et on a fait ça aussi pour chacune de nos cérémonies, pour retrouver une efficacité. Donc voilà, ça a vraiment permis un peu de clarifier un peu dans chaque équipe, retrouver un peu un truc un peu plus clair à l'aide de la facilitation, de ce retour sur des pratiques simples en fonction du niveau de maturité de ce que souhaitait chaque équipe pour retrouver de l'efficacité. Et bien sûr, forcément, moi, étant en tant que facilitateur, c'est vrai que quelque chose qui me passionne, c'est les choses sur lesquelles j'essaie de travailler, c'est vérifier et faire en sorte que le cadre qui était proposé puisse stimuler la motivation intrinsèque. Forcément, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel. Et enfin, à côté de ça, il fallait aussi mieux comprendre comment fonctionnait aussi d'un point de vue produit. Donc on a aussi accentué tout ce qui était monitoring et mettre plus en avant, on va dire, des indicateurs qui nous semblaient pertinents, remettre en avant, on va dire, le mesure des usages des utilisateurs pour se rendre compte de ce qui marche pas, essayer de se poser des bonnes questions sur les usages. Merci Arnaud, oui. Donc oui, en 2015, on a vraiment travaillé à monitorer les usages, à la fois côté front et côté back-end, sur par exemple les destinations appelées, le temps que les gens passaient sur le produit, le temps qu'ils passaient au téléphone sur le produit. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé, de ce que décrivait Arnaud sur l'organisation, la simplification, le fait de repasser sur du Scrum, on a commencé par ça parce que c'était le levier sur lequel on pouvait agir tout de suite. Parce qu'à l'époque, entre le marketing et les PO, il y avait une sorte de fossé où le marketing se plaçait un peu en position, on va dire, un peu dans sa tour d'ivoire, où il disait, voilà, il faut faire ça, ceci, et dans un mode très top-down. Et les PO étaient plus en mode exécution. Les PO, entre nous, on savait très bien que ce mode de fonctionnement n'était pas pertinent. Donc, on a travaillé avec le management pour identifier comment améliorer le produit, faire en sorte qu'on puisse commencer à bâtir un produit qui ait vraiment de la valeur pour les utilisateurs. Donc on a mesuré les usages et on se rendait compte que les usages principaux, c'était ce grand trait vert sur les appels à l'international, c'est-à-dire tu achètes des minutes et tu appelles un numéro à l'étranger. Et c'est un peu l'équivalent des cartes SIMA, Lika et ce genre de choses, d'opérateurs alternatifs qui sont vraiment spécialisés sur les appels étrangers. On se rendait compte que c'était là que la majorité des utilisateurs étaient, et c'était aussi là qu'on pouvait vraiment monétiser de manière plus simple. Donc il y a eu toutes ces discussions avec le management, et au sein du management, il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'anticipation, Philippe Dufour, qui n'est pas là, mais peut-être nous regarde sur notre stream Facebook. Et donc il nous a beaucoup aidé pour pousser cette vision au sein du management. Il a organisé des interviews utilisateurs, des voyages à San Francisco avec le management, des sortes de séminaires pour vraiment échanger sur le sujet, faire des brainstorms et essayer de communiquer ce message que les PO avaient, enfin voilà, comme ils n'étaient pas dans le management et le marketing, l'équipe de marketing avait du mal à communiquer. Et en fait, le fait d'impliquer, de réunir le management et de passer ces messages a fait qu'on a pu vraiment décider de se focaliser sur cet usage, sur cette fonctionnalité d'appel à l'étranger. Donc on a décidé de transformer le produit et de le réduire drastiquement et de 10 fonctionnalités passer à une fonctionnalité sur le produit.
Ouais, donc à la base, c'est vrai que c'était super cool. On commence à se lancer sur ce produit, en fait, ce Libonly, qui était normalement censé être à côté. Mais là, en fait, début 2016, tout se passait bien, on travaillait là-dessus. Basse scène, au niveau en plus, ça permettait sur certains éléments de partir from scratch. Mais là, le management nous annonce qu'on va arrêter LibonFat. Et il faut donc intégrer la complexité qu'il y avait dans LibonFat dans Libonly. Certes, on n'allait pas remettre les fonctionnalités, on allait rester sur un produit qui ne proposait qu'une seule fonctionnalité, mais cependant, il y avait toute la complexité business, parce qu'on avait toujours ce deal pays, des choses comme ça, et chacun avait son petit truc sur mesure, des personnes n'en voulaient pas, machin truc, enfin bon. Donc là, on s'est dit, voilà, donc ça déjà, c'était un peu, ouais, ça cassait un peu les couilles. Et en plus de ça, voilà, le management a dit, alors maintenant, à partir de maintenant, vous ne travaillez que sur Libonly. Vous n'avez pas le droit de toucher à FAT. Forcément, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas écouté. En fait, là tout de suite, on avait ce challenge et on sentait qu'il y avait un arrêt. Forcément, pour nous, il fallait qu'on accompagne l'utilisateur, alors que le management était contre. Donc finalement, ce qu'on a fait, et là ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à faire en sorte à essayer de se synchroniser avec le marketing et pour essayer d'organiser un plan de bataille pour organiser l'arrêt des features petit à petit. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé comme ça, le marketing a commencé petit à petit à descendre de sa tour d'ivoire. Et on a commencé à faire vraiment des synchros super pertinentes où on était sûr, on parlait de telle feature, on avait un tableau pour les actions à tous les niveaux de ce qu'il fallait faire et les dates, à quel moment il fallait livrer tel truc, lancer tel message de communication, arrêter tel serveur. Comme ça, on avait vraiment une vraie synchro transverse sur ce chantier d'arrêt de fonctionnalité. Donc vraiment un truc super bien. À côté de ça, il y avait forcément des arrêts de features. Donc il y avait aussi plus ou moins des frustrations au niveau des équipes et des doutes. Voilà, comment on allait faire, est-ce que les gens allaient être licenciés ou pas. Nous, en tout cas, ce qu'on a pu faire à notre niveau, c'est pour essayer un peu de stimuler aussi les équipes. Sur ce LibonFat, on s'est amusé aussi à faire des chantiers de clean code, de choses comme ça, pour essayer de les investir, à essayer de reprendre possession du code, parce que tout allait été très vite, on avait cumulé de la dette technique, il fallait faire quelque chose. Et voilà, donc on donnait aussi de l'espace aux gens pour pouvoir améliorer ce truc, même si après on allait le remplacer dans quelques mois par un nouveau produit tout frais. Et ça, je dois admettre, ce petit chantier technique, quand vous permettez à quelqu'un de faire un petit clean code de 10 000 lignes de code, et ben quand il commit, ça lui a fait super plaisir. Surtout qu'il a fait, enfin voilà, donc au moins ça a remotivé un petit peu les troupes face à cette situation un peu stressante. Et finalement, on arrive, 1er juillet 2016, Libon est arrivé, le nouveau Libon. Donc bon, il n'est pas aussi, voilà, on a dû intégrer des trucs, c'est pas aussi simple qu'au départ, mais en tout cas, on a un truc, et maintenant, on se dit, voilà, on a un nouveau produit, un nouvel avenir s'offre à nous, mais voilà, est-ce que ça va vraiment marcher ? Est-ce que toutes nos hypothèses vont se révéler exactes ? Donc sur la question des hypothèses et des fonctionnalités, donc là on est pendant l'été 2016, c'était donc un peu la seconde prise de conscience, sachant que la première c'était la première prise de conscience qui avait eu lieu pendant 2015, c'était voilà, de se dire que le business model tenait pas et que le produit était trop complexe et donc il fallait agir là-dessus. La deuxième prise de conscience, c'était de se dire ok, on pense que là le produit va pouvoir fonctionner, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place comme action pour faire que ce produit soit vraiment un succès. Donc là, c'est vrai que l'été 2016 a été très studieux, on a lu beaucoup de livres sur toutes les méthodes de Lean Startup, Running Lean, comment faire pour créer un produit de manière très itérative et Lean, donc Lean ça veut dire mince, donc ça se prête bien à notre diminution, à notre régime. Et ça a été très studieux, on s'est dit, tous les PO étaient très motivés pour mettre ces méthodes en action. Donc il y a vraiment une vraie culture produit qui a émergé, enfin elle existait déjà, mais là on a vraiment pu prendre le lead là-dessus. Donc on a mis en place des boards produits, les décisions se faisaient vraiment entre PO. On a également mis en place ce qu'on appelait Data Driven Show, toutes les semaines un point sur les stats de notre produit. Mise en place de métriques, des tests aussi A/B testing sur les fonctionnalités et des interviews utilisateurs. Donc par exemple sur les Pirate Metrics, donc je ne sais pas si vous connaissez, qui connaît? Vous pouvez lever le... De quoi? Les Pirate Metrics, les AAR.
Ça s'appelle pirate parce que l'acronyme ça fait A comme un cri de pirate. Et donc ça veut dire, donc, le premier A c'est l'acquisition. Donc ça va être toutes les données, enfin toutes les métriques qu'on va mesurer pour suivre notre produit. Donc il y a l'acquisition, c'est-à-dire combien de personnes arrivent sur notre appli, téléchargent l'appli et commencent à l'utiliser. Ensuite, il y a l'activation. Précédemment, quand on parlait, nous, d'activation, on disait qu'un utilisateur était actif à partir du moment qu'il utilisait l'appli. Pas forcément qu'il achetait, mais dès qu'il utilisait l'appli. Comme tout le monde avait des menus gratuites, en fait, énormément de gens étaient actifs, mais dans la réalité, ça n'avait pas de sens pour notre produit parce qu'il ne nous rapportait pas d'argent. Mesurer ça n'avait pas de sens. Donc on a changé la définition de l'activation et on s'est dit, l'activation, ce sont les gens qui achètent. Si quelqu'un achète, on considère que c'est de l'activation. Ensuite, on a la rétention, combien de temps les gens restent dans notre application. Et là, il y a eu aussi une découverte très importante avec ce nouveau Libon, c'est que précédemment, on pensait une manière de faire que les gens viennent sur notre appli, l'utilisent et restent, c'était d'offrir le plus de fonctionnalités possible. Et ce qu'on s'est rendu compte avec le fait d'offrir juste une seule fonctionnalité, c'est que la rétention était de 18 mois, ce qui est énorme pour une application mobile. Et donc c'est de la rétention de personnes qui achètent les minutes, donc qui rapportent du revenu en cas. Donc le revenu également, on le mesurait. Et ensuite il y a référal, la manière dont on introduit des mécanismes qui font qu'un utilisateur va partager l'application et la faire connaître autour de lui. Ce chantier sur le référal, on l'a abordé plutôt cette année. En 2016, on n'avait pas commencé, on s'est plus occupé des premières métriques. Donc on a mis en place, on avait déjà des boards produits sur la priorisation de fonctionnalités, et on a mis de nouveaux boards qui étaient vraiment très orientés métriques, hypothèses. Donc on avait ici le board sur les pirate metrics, donc acquisition, activation, rétention, revenu référal. Et donc, on pouvait mesurer en fonction du type d'utilisateur le taux de transfert. Ça veut dire j'ai 100 utilisateurs qui téléchargent l'appli, combien de pourcents achètent, combien de temps les gens restent dans l'application. Et voilà, on mesurait ça et après on pouvait prendre des actions marketing et mesurer si ça améliorait ou non ces métriques. On a également donc un board sur les chantiers produits, les features en cours de route. Et c'est vrai que de se rendre compte que la rétention était excellente, on s'est dit le problème, c'est pas les nouvelles fonctionnalités, c'est pas la rétention. Le problème, c'est l'activation. Comment faire venir des utilisateurs des utilisateurs pertinents sur notre application. Et on avait aussi un board d'hypothèses. Donc, quelles sont les hypothèses sur notre produit et le comportement des utilisateurs? Et donc, ces hypothèses, c'était par exemple, est-ce que les utilisateurs de Libon seraient intéressés d'acheter en cash des minutes? Et donc, ces hypothèses, ensuite, on les testait en allant interviewer les utilisateurs. Tu peux montrer le... C'est vrai que donc là, on a fait des street interviews. Donc, notre cible, comme on s'est focalisé sur les appels internationaux, notre cible majoritaire, on s'est rendu compte que les destinations privilégiées, majoritaires, c'était les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, on s'est dit, on va aller rencontrer ces utilisateurs. Et donc, à Paris, dans le quartier... Barbès, Château-Rouge, il y a de fortes communautés sénégalaises, maliennes, et donc on allait rencontrer les gens, leur demander, est-ce que vous appelez votre famille dans votre pays d'origine, comment vous faites, qu'est-ce que vous faites? Et donc les gens nous disaient, certains, les plus jeunes, WhatsApp, d'autres disaient non, j'achète des cartes de téléphone dans le taxiphone à côté, et j'achète en cash. Là non, j'achète une carte SIM Lika et je la recharge sur le site. Et donc ça a été très riche en termes d'enseignement parce qu'on a pu commencer à comprendre le processus d'achat et on a pu travailler sur comment s'intégrer dans leur expérience existante pour faire en sorte que les gens switchent plus facilement de leur expérience actuelle à une nouvelle expérience via Libon. Donc juste un petit résumé sur la culture produit. C'est vrai qu'avant, quand on est arrivé, moi, l'impression, c'était vraiment cette impression très top-down. On te donne des features à développer. Et le PO, en fait, au final, n'est pas vraiment un PO. Il est une sorte de proxy PO qui essaye de faire en sorte qu'on puisse délivrer dans les temps, mais il n'a pas vraiment un pouvoir de priorisation. Et donc, il a plein de demandes à honorer, et c'est toujours un peu dangereux. Et c'est vrai qu'après, à partir de 2016, avec cette nouvelle culture produit qu'on a pu insuffler dans le groupe, là, le petit bonhomme, ça va être nos clients. Et on s'est vraiment mis à leur écoute et on a essayé de leur offrir le produit le plus pertinent. Et donc là c'est juste un résumé de la culture produit. Donc on a une idée,
On la construit, on l'intègre au produit, ensuite on la teste sur le marché auprès de nos utilisateurs, on récolte de la data et on regarde, on apprend de ces expérimentations et on regarde ce qui fonctionne pas. Donc beaucoup de tests d'utilisation et ça par exemple, ce process nous a permis de vraiment challenger les croyances que les gens pouvaient avoir sur le produit. Par exemple, il y avait une croyance très forte qui était que le fait d'offrir des minutes allait convertir les utilisateurs en acheteurs. C'est-à-dire si on leur donne 5 minutes gratuites, ça va leur permettre d'essayer le produit et qu'ils verront que c'est bien et donc ensuite ils achèteront. Et donc il y a un de nos PO, donc Julien, ici présent, qui avait l'intuition que en fait c'était faux, que cette croyance était infondée et donc on a eu la chance aussi de pouvoir la tester, le management. Parce que tout le management, tout le marketing disait « Ah mais si, c'est ça notre stratégie, il faut offrir des minutes pour que les gens testent et ensuite achètent. » Et donc on a pu quand même tester, lancer des campagnes d'A/B testing. 50% d'utilisateurs quand ils s'inscrivaient avaient 5 minutes gratuites, 50% n'avaient rien du tout. Et au bout de 2 mois, donc en étudiant, en regardant les usages, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun impact sur le taux d'achat. Donc c'est très important de mettre en place des boucles comme ça d'apprentissage sur le produit pour challenger des croyances qu'on peut avoir sur les stratégies. Là, il faut se rendre compte quand même que c'est vraiment une hypothèse qu'on s'est posée sur une fondation de la stratégie Libon depuis le départ. Donc tout le monde était persuadé, enfin beaucoup de personnes étaient persuadées et finalement en testant, on s'est rendu compte que voilà, toute la stratégie qu'on avait construite avant, on aurait pu faire différemment. En tout cas, voilà, on s'est lancé sur cette super dynamique. Et le truc aussi que je trouve génial, personnellement, c'est qu'il faut se rendre compte que ce board produit, cette initiative, on ne nous a pas demandé de le faire. En fait, c'était vraiment l'initiative des PO, l'initiative des gens qui étaient présents, qui se sont dit, on va tester, on va proposer. Après, en limite, on s'est dit, est-ce que, voilà, nous, on a construit ça, on a construit avec les gens, après, est-ce que vous avez d'autres alternatives, machin. Donc ça aussi, c'est un truc que je trouve super intéressant, c'est que voilà, on n'a pas demandé, on a essayé, et voilà, ça a pris, et ça a été une approche super pertinente, qui a vraiment été géniale. Mais malgré cette super dynamique, Libon est recherché pour cause de gourmandise. On a coûté une fortune. Je cacherai les chiffres, mais en 2014, on a coûté 36 millions d'euros. Donc oui, ça coûte un peu d'argent. C'était des free minutes. Voilà. Donc forcément, ils en ont un peu marre. Même si là, on est parti sur un nouveau truc qui est beaucoup mieux, il faut faire quelque chose. Donc grâce au Pyramidmetrics, grâce à tout ce travail qui a été fait, là, on avait les moyens de réagir. Et on s'est rendu compte que par la rétention, en fait, il y avait moyen de pouvoir sauver Libon, parce que l'équipe avait envie de sauver Libon, en se projetant, en faisant un business plan, où la stratégie, ce serait réussir à faire plus d'acquisitions, avoir plus de personnes, et faire de la marge positive, parce que quand on vend 10 minutes, c'est mieux quand on fait de la marge. Voilà, c'est pas un truc qu'on avait encore commencé. Et aussi qu'il fallait réduire les coûts, qui étaient trop importants d'un point de vue architecture, parce que avant, il fallait supporter 4 millions d'utilisateurs en parallèle. Donc voilà, on part avec ce nouveau défi. Là, on est en 2017, il faut faire ses preuves, il faut aller très vite, c'est super chaud, quoi. Donc déjà, nous, ce qu'on a fait, en fait, on n'a pas... là, j'ai affiché plein de batailles, mais on ne s'est pas réunis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, machin. En fait, c'est surtout qu'on s'est dit, on va continuer dans la philosophie dans laquelle on est. On a vu, d'un point de vue stratégie produit, que là, il y avait un modèle qu'on pouvait faire marcher, et branle-bas de combat, tout le monde s'engage pour essayer de le faire. Finalement, par rapport à ça, voilà, on s'est retrouvé un peu, on n'avait plus de thunes, donc il fallait trouver des bonnes idées, d'apprendre rapidement, d'être efficace. Donc vraiment, c'est pour ça que j'appelle ça la culture MacGyver. C'est avec les petits moyens du bord, il faut trouver des moyens d'apprendre sur le produit, d'apprendre pour comment, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça peut fonctionner, comment hacker un peu, on va dire un peu le système pour apprendre plus vite finalement. Donc on s'est vraiment lancé dans cette dynamique. À côté de ça aussi, ne garder que le vital. Ça, c'est quand même super chaud parce que, par exemple, il y avait des trucs qu'on faisait sur la voice quality. C'était un composant de R&D qui optimisait des choses, qu'on trouvait ça génial, mais on n'avait plus personne pour le maintenir. Donc on a été obligé d'arrêter ce truc-là. Ça faisait mal au cœur, mais c'était nécessaire. Donc vraiment, devoir sectionner tout le superflu et garder que le vital, oui, c'était nécessaire. De toute façon, il fallait réduire les coûts et il fallait être capable de le maintenir. On ne pouvait pas garder de boîte noire. À côté de ça aussi, là le truc qui était cool, c'est que par rapport à la réalisation de ce business plan, il s'est avéré qu'en fait, aussi bien qu'avant, on avait du marketing et il n'y avait pas, la direction était tout le temps séparée par différents pôles. Là, on s'est retrouvé avec une organisation complètement plate, une collaboration complète et finalement, il y avait juste une petite personne au-dessus, un mec, une sorte qui allait gérer la stratégie, et lui en plus il avait la bienveillance de dire écoutez, moi je ne sais pas faire, dites-moi ce qu'il faut faire. Donc en plus c'était ouvert, il n'était même pas là pour nous,
il essayait de lui de faire en sorte que la stratégie marche, mais il nous laissait agir, il comptait sur nous, et ça c'était super énergisant. Donc ensuite, comme je disais, pas de boîte noire, donc une maîtrise complète du corps, il fallait qu'on soit sûr, qu'on vérifie tous les centres de coûts, vérifier. Pour la petite histoire, le truc super amusant, c'est qu'on a arrêté aussi, on a arrêté des SDK qu'on avait côté marketing. On s'est rendu, alors qu'on payait des SDK et de la pub pendant des années, on les a arrêtés, ça n'a rien changé sur le trafic. Voilà, donc peut-être qu'à des moments donnés, ces SDK peuvent servir à attirer des gens via certains réseaux sociaux, mais là, dans notre cas, là où on était, ça ne nous faisait pas grandir. Donc vraiment, on a tout challengé pour maîtriser tous ces coûts. On a parié sur l'humain. Donc là, voilà, c'est forcément, et par rapport à toutes les équipes, il fallait réduire les coûts. C'est pas nous, c'est pas moi, Scrum Master ou le PO qui allait dire, je sais exactement ce qu'il faut faire pour sauver les coûts. On s'est vraiment discuté avec les développeurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour coûter moins cher. Et là, il y en a qui ont proposé de faire des chantiers pour pouvoir créer un composant qui remplacerait une licence qu'on payait, ou d'autres personnes qui ont essayé justement, il y avait un truc cœur de métier qui était super fragile, intenable, qu'il a décidé de refactorer, qu'il a refait complètement avec des pratiques de craftsmanship exceptionnelles. Il est parti, il a pris la boîte noire, il les a couverts par des tests, ensuite il a construit le code à côté pour faire le nouveau système, les tests passaient aussi, il a itéré. Enfin là, je pense que pour toute personne qui fait du Craftman, vous avez déjà entendu parler de ce genre de démarche. On a fait du dual run, bref, une pratique exceptionnelle, donc ça c'est aussi le bonheur de travailler avec des gens aussi compétents. Et aussi, on allait peut-être mourir quand même, donc on s'est dit il faut peut-être préparer l'héritage. Donc on a fait des campagnes de propagande sur notre approche, notre façon de travailler chez Orange, à l'extérieur. On a écrit pour le prochain Rupture Douce. On fait quelques conférences, comme par exemple aujourd'hui. Enfin voilà, on raconte notre histoire. Et finalement, où est-ce qu'on en est 2017 moi personnellement, je trouve ça vraiment... voilà, ça s'est super réduit. On était 120, on a commencé à un moment donné... 2015, 2016, on finissait vers 80, 70. Là, aujourd'hui, on est 24. Au mois de décembre, on va s'approcher des 20. Mais franchement, c'est vraiment génial et les gens sont super impliqués, c'est vraiment génial. Déjà, on a évolué avant d'un One Roof Project, on est passé en One Desk Project. C'est vraiment mis tous à côté l'un de l'autre. Vraiment, l'un contre l'autre, ça se passe super bien. On essaye de prendre les décisions ensemble, on est vraiment sur une décision, on va dire, collégiale. Donc ça a ses forces et ses avantages, c'est nous les patrons. Après, personnellement, alors on n'a pas essayé de modèle de holocratie, machin truc. Non, mais en tout cas, prendre une décision, c'est vrai que c'est difficile à des moments donnés, réussir à trancher pour bouger. Voilà, faut réussir à le faire, c'est pas facile de trouver la bonne manière de faire. On apprend, on s'améliore. Là, par exemple, maintenant, pour la décision, on se réappuie sur un management visuel pendant la conversation. Ça nous aide à être plus efficace dans ces décisions collégiales, par exemple. Voilà. Sur la stratégie produit, donc le truc qui est bien, c'est que maintenant, on est sur une stratégie très claire, une seule. Comme ça, on sait vers où on pilote, on se base sur ces indicateurs qu'on a essayé de construire ensemble et on les suit, on essaie d'améliorer. On sait qu'on est capable d'être rentable. À l'heure actuelle, on cherche la rentabilité, on croit vraiment qu'on est capable de l'atteindre, mais ce n'est pas encore le cas. On génère de la marge, on commence à faire rentrer d'argent, mais il y a tout le coût de l'infra qu'il faut quand même gérer, donc c'est pas encore gagné. Et à côté de ça, donc on est resté sur les component teams, mais ça marche. Il y a une très forte collaboration. Franchement, on est quand même très content. Des fois, voilà, ça peut, on trouve des moyens alternatifs pour se synchroniser. Enfin voilà, on a trouvé une efficacité dont on est très satisfait dans ce modèle-là. Forcément, la capacité, quand on est aussi avec si peu de muscles et tout anorexique, on la prend en considération par rapport aux priorités. Donc, on fait des choix très stricts. Donc, par rapport aux priorités, il faut les respecter. Et on a conservé quand même l'excellence et l'autonomie. Et moi, ce qui me fait vraiment, qui fait que je m'éclate, on a une réactivité à des moments, franchement, c'est vraiment exceptionnel. Là, par exemple, l'Arabie Saoudite a levé son voile, a débloqué la VOIP. Branle-bas de combat, en quelques jours, on avait débloqué le système, on avait commencé à contacter les utilisateurs, et tout le monde a aidé à tous les niveaux pour essayer de faire ça. Donc franchement, quand on est dans une équipe comme ça, qui se serre les coudes et qui essaie de réussir, c'est juste jouissif. C'est vraiment une équipe qui s'éclate. Donc finalement, voilà, cette année, pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça un peu la plénitude anorexique. Avant, on avait plein de moyens, mais c'est vrai que voilà, cette perte le fait de devoir faire des choix, ça, je pense, ça a quand même fait du bien, quoi. Je pense que devoir faire des choix critiques, c'était quelque chose d'important. On a quand même réussi un défi, le business plan. Moi, j'y croyais pas, en tout cas, pour l'entrée d'argent. Là, depuis le début de l'année, on a réussi à le doubler. C'est pas encore suffisant pour être rentable, mais franchement, moi, quand j'ai vu le business plan, j'y croyais pas. Et puis là, petit à petit, on a prouvé que le modèle pouvait fonctionner, donc il faut qu'on continue dans cette direction.
Par rapport à l'organisation, donc bon, là, on n'aura pas le temps de s'étaler dessus, mais on a eu l'avantage et le désavantage d'avoir une indécision politique de décider si Libon ou non va mourir. Nous, ça nous a permis de nous rebeller, de prouver que ça pouvait marcher, mais en même temps, à des moments donnés, ça bloquait, par exemple, la capacité à prendre de l'aide si jamais quelqu'un partait. Donc bon, difficile comme situation. On a vu des gens grandir, on a vu des gens se transformer dans cette organisation. Moi, je pense à Johan, par exemple, la personne justement qui nous avait transformé le C4. On a vu cette personne, je dirais même, changer sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter. Franchement, proposer un écosystème, un environnement où on voit des gens grandir et se transformer, on ne peut être que fier. Et ce genre de choses aussi, je trouve ça vraiment super beau à voir. Et voilà, je parlais d'organisation flat, je recherche comment être efficace et prendre des décisions, continuer à rester actif, rapide. Et le dernier point que je trouve vraiment génial, moi il s'avérait que malheureusement j'ai dû passer PO, ça me faisait peur, j'avais peur d'écrire des giras, je suis quand même assez feignant, je préfère l'énergie directe et pas rédiger des trucs. Et finalement en tant que PO, j'avais pas envie de décider, donc je me suis dit tiens, on va aller rencontrer les utilisateurs à nouveau. Et là c'est vrai qu'on s'est lancé dans un nouveau chantier, où on s'est mis à faire des meet-up, on a fait un meet-up pour aller rencontrer les utilisateurs, discuter avec. On a fait ça, c'était encore il y a 2-3 semaines. Franchement, c'était vraiment génial de rencontrer les utilisateurs, discuter avec eux, voir comment ils se comportent avec l'interface. Parce qu'on a beau se faire les plans sur la Lune de l'interface parfait, en fait, il n'y a qu'en voyant leur comportement et comment ils réagissent qu'on arrive à découvrir des choses exceptionnelles qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même à travers la data. Et en plus, là, il s'avère l'opportunité sur notre truc, c'est qu'on s'est rendu compte que par Libon, on peut essayer de discuter, essayer de collaborer actuellement. C'est une piste qu'on creuse, les foyers d'insertion et d'aide à l'autonomie. Donc là, par exemple, en ce moment, j'arrête pas de passer mon temps au 19e, aller là-bas, discuter avec des Maliens, des Sénégalais. Et là, lundi prochain, j'irai discuter avec le responsable de ce centre pour voir comment on peut aider les gens, quoi. Et ça, franchement, en plus, je trouve un aspect social, c'est une opportunité là-dessus. Moi, je trouve ça vraiment excitant. Donc la microsynthèse, on est désolé, et pourtant on a réduit la durée, hier on a répété, c'était 1h10. Ça va, on n'a que 2 minutes de retard. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Ouais, donc dans les apprentissages, donc il y a 2 types d'apprentissage de famille. Il y a des apprentissages côté produit et ensuite des apprentissages qui sont plus de l'ordre de l'organisation. Donc sur le produit, nous ce qu'on a vraiment appris, c'est que, et ce que ce produit nous a permis de faire, c'est que les PO ont vraiment pu prendre conscience de leur vrai métier. Moi, c'est vraiment à partir de cette période-là que je me sentais vraiment PO parce que la priorisation devenait vitale. Précédemment, quand on avait un budget un peu illimité avec des équipes pléthoriques, en fait, on n'avait quasiment pas besoin de prioriser parce qu'on pouvait tout faire. Et là, le fait d'avoir ces restrictions budgétaires ont fait qu'on était contraint de prioriser parce qu'on a moins de ressources. Il faut vraiment essayer de savoir, de mesurer ce qui aurait le plus d'impact pour les utilisateurs, ce qui apporte le plus de valeur et ce qui nous aussi nous rapporte le plus pour que le modèle soit pérenne. Ensuite, j'en ai parlé précédemment sur la culture produit, c'est qu'il faut vraiment libérer le produit de ses croyances. Il faut vraiment ne pas hésiter à challenger des croyances qu'on peut avoir sur le produit. Il faut donc mettre en place toutes ces boucles d'apprentissage. Et il faut également rencontrer les utilisateurs, les écouter. Donc j'ai mis écouter entre guillemets parce que si on les écoute, vraiment, ils nous diraient donnez-nous des minutes gratuites. Non, c'est les écouter, les rencontrer pour comprendre quels sont leurs usages, quelle valeur on peut l'apporter. Quand on les rencontre physiquement, plutôt qu'on peut faire des questionnaires, mais les rencontrer physiquement permet aussi de capter tout ce qui est non-verbal, tout ce qui est implicite, et ça donne énormément d'intuition sur la manière de faire évoluer le produit. Donc pour moi, c'est ça les 3 principaux apprentissages côté produit. Bon, ça ne va pas vous surprendre si vous vous intéressez à l'agilité, mais voilà. Aplatir l'organisation, donc nous ça a été un chemin qu'on a fait pas à pas, par des opportunités, on a amélioré notre collaboration, on a réussi à réduire les écarts qu'il y avait et on a réussi à tendre vers une organisation. Alors je ne prétends pas qu'il faut une organisation parfaitement plate. Moi je me rends bien compte, je pense par exemple, ça me fait penser parfois au host leadership, mais oui c'est vrai qu'à des moments donnés on a eu des problèmes et avoir quelqu'un qui peut aider un peu à décider des choses comme ça, voilà, arbitrer. Donc voilà, je prétends pas qu'il faut absolument être complètement plat, mais limiter, essayer d'avoir un maximum de tout le monde au même niveau. Ça c'est super important. Là c'est vrai que notre modèle de fonctionnement où il n'y a qu'une personne, on va dire, qui
tranche, c'est qu'on a appris vraiment à collaborer ensemble, c'est super important. Et je trouve ça, voilà, ça permet aussi d'offrir l'opportunité aux gens de pouvoir s'exprimer plus facilement, selon moi. Privilégier les compétences au rôle, finalement. Ça, en fait, moi, personnellement, au départ, c'est vrai qu'on était beaucoup. Après, on a vraiment réduit. Donc forcément, aussi bien qu'avant, on avait besoin de savoir quel était le rôle de chacun et ça fonctionnait bien. C'est vrai que là, la priorité, quand on réduit, quand on est en crise comme ça, c'est surtout s'assurer qu'on a toutes les compétences nécessaires pour réussir à faire marcher le produit. Donc on en revient un peu quand on parle par rapport à une équipe Scrum du Truck Factor. Moi, personnellement, on a fait la même chose au niveau de l'organisation. Et c'est quand j'ai vu qu'il y avait un trou dans la raquette côté PO que je me suis dit, bon, on va tenter, je vais me proposer. Et puis bon, finalement, on a réussi à faire fonctionner ce système. Donc ça, c'est pour vérifier qu'on a toutes les choses nécessaires. C'est vraiment quelque chose de très important, surtout qu'on est en phase décroissante et qu'on perd des gens aussi rapidement. Engagé par la motivation, revenir à l'humain, ça pour moi, c'est pour ça que je fais du Scrum de toute façon. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai vu la lumière. Franchement, être engagé, c'est quelque chose de super important. Moi, j'ai envie d'être fier du travail que je fais, j'ai envie d'être passionné par ce que je fais. Et voilà, pour moi, si je fais du Scrum, c'est pour offrir l'opportunité aux gens avec qui je suis de le faire. Et dernier point, on va dire, c'est favoriser l'initiative et le droit à l'erreur. Et là, pour ça, voilà, à chaque fois, le management nous disait « Ah, faut pas faire ça », et on n'a pas écouté. « Ah, nanani, nanana », puis on faisait ce qu'on voulait quand on était des pirates. Mais il faut quand même dire, voilà, il nous a laissé le droit de le faire. Là, pour ça, moi, je tiens personnellement à remercier, même s'il n'est pas là, Pierre Bonnefoy. C'était le manager, en fait, qui était là, mais qui nous a laissé le cadre pour expérimenter, pour tenter. Il nous faisait confiance. Donc, justement, avoir ces managers sur lesquels on peut s'appuyer, c'est vraiment génial et il nous a laissé les clés. Cette personne-là, c'est vrai que si on l'avait écouté, on n'aurait jamais testé le coup des free minutes. Hein. Il était persuadé, comme beaucoup d'autres, que c'était nécessaire, mais il nous a laissé essayer. Donc, vraiment, avoir un management comme ça qui fait confiance. Personnellement, pour la vécu, moi déjà, je le remercie. Et honnêtement, si vous osez le faire, je pense que ça peut vraiment payer. Donc je vous invite à le faire si vous êtes dans ce genre de poste. Voilà. Donc je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés. Avant de complètement clôturer, donc voilà, Libon, voilà, si un jour vous voulez passer des appels internationaux, vous connaissez des diasporas, contactez-nous. Si vous les avez peur de recevoir des spams, vous pouvez tester téléphone. C'est un nouveau produit sur lequel Philippe Dufour, Monsieur Anticipation, travaille actuellement, où il profite, voilà, où les gens profitent de son jus de cerveau. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. Voilà, merci. Désolé pour le petit retard.